Le monde le voit que nous piétinons les valeurs que nous proclamons. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et du coup, le monde ne nous croit plus. Le monde ne nous considère plus. Le monde ne nous respecte plus. Oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça. Oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le malice qu'on a avec la Russie, ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Ils se disent, non, nous, on n'est pas dans ça. C'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Un basculement historique est en cours. Pendant des décennies, la France a exercé une influence dominante sur l'Afrique, imposant ses bases militaires, ses accords politiques et son contrôle économique sous couvert d'assistance et de coopération. Mais aujourd'hui, ce modèle s'effondre. Partout sur le continent, des nations africaines affirment leur souveraineté, expulsent les forces françaises et rejettent une présence perçue comme intrusive et inefficace. Dans cette chronique, Alain Foka décrypte ce tournant majeur. Après plus d'une décennie d'intervention militaire, notamment au Sahel, le bilan est sans appel. La France, qui prétendait lutter contre le terrorisme et stabiliser la région, a échoué. Les groupes djihadistes n'ont jamais été aussi puissants. Les populations n'ont jamais été aussi vulnérables. Les États sahéliens, censés être protégés, sont aujourd'hui plongés dans l'instabilité et la contestation. Dans ce vide laissé par Paris, d'autres acteurs prennent position. Russie, Chine, Turquie, Émirats. Tous proposent des alternatives, signent des accords stratégiques et gagnent la confiance de dirigeants africains fatigués du paternalisme occidental. Mais pourquoi ce revirement brutal? Pourquoi l'Afrique tourne-t-elle le dos à la France pour se rapprocher de Moscou et Pékin? Est-ce un rejet pur et simple de la France, ou une stratégie calculée pour mieux défendre les intérêts africains? L'Afrique gagne-t-elle réellement en indépendance, ou est-elle en train de passer sous une autre tutelle? L'échec de la France au Sahel marque-t-il la fin d'un modèle de domination, ou simplement le début d'une nouvelle ère d'influence étrangère sous d'autres visages? Autant de questions essentielles qu'Alain Foka analyse avec rigueur dans cette chronique. Écoutons son décryptage. La technique n'a guère évolué. Aujourd'hui, il suffit de dire que ces États sont soutenus par Wagner, par Moscou, pour qu'ils soient au banc des nations. Mais en toute sincérité, les moyens nécessaires ont-ils été déployés au Sahel pour stopper l'avancée des terroristes? Assurément, non. La mobilisation autour de l'Ukraine illustre parfaitement le peu d'intérêt que l'on accordait au Sahel. Les montants astronomiques dépensés pour aider l'Ukraine représentent 50 à 60 fois le budget accordé au Sahel. Et en Ukraine, cet argent est directement donné aux dirigeants, ce qui n'était pas le cas au Sahel, où déjà les chefs d'État se plaignaient de la gestion des pseudo-fonds destinés à la lutte contre le terrorisme. Des amis, des donateurs, des partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle, en ce qui concerne le Tchad, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas de financement. On a créé des structures parallèles qui doivent jouer l'intermédiaire entre nos États. Quand vous dites on, Monsieur le Président, vous avez dit on va parler franc. Je prends le cas de l'Union européenne. Oui. Oui, le cas de l'Union européenne. C'est tout ce qui a été financé. Qu'est-ce qu'on a demandé? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Sur les 12 milliards, rien jusqu'à nos jours. On peut prendre l'exemple de la Syrie également et de l'Irak. La coalition qui a été mise en place, le président Déby vient de le dire, a mis à la disposition de la coalition des centaines d'avions de combat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Sahel. Regardez dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis en place la force conjointe. Nous avons demandé à la communauté internationale
de mettre cette force conjointe sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On n'a pas obtenu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a au moins débloqué une partie de cette somme-là? Est-ce que vous avez les moyens? Parce que vos budgets sont grevés. Je sais que vous êtes à plus de 20% de votre budget consacré à cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est débloqué cet argent? Non, je ne sais pas de quel argent il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. Plus grave, ces mêmes Européens refusaient de fournir des armes aux forces africaines. Il n'était pas question pour eux de fournir des armes létales. En gros, ils devaient se battre contre des terroristes lourdement armés avec des bâtons. Ah oui, les terroristes, lui, nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Très honnêtement, fallait-il que ces dirigeants, juste armés de bâtons, de machettes, laissent conquérir leur territoire? Devait-il attendre dans les casernes que les autres se battent timidement à leur place, avec des stratégies inadaptées? Devait-il par discipline accepter une stratégie qui condamnait de fait leur pays? Et en plus, non content de ne pas leur fournir de l'armement pour combattre, on leur interdisait d'acheter des armes. Où est le bon sens? Oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça. Oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le malice qu'on a avec la Russie, ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Ils se disent, non, nous, on n'est pas dans ça. C'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Personne dans ces circonstances ne peut hésiter à acheter des armes où il peut. C'est d'ailleurs ce qui avait introduit les Russes en Centrafrique, comme nous l'avions déjà démontré dans une autre chronique d'Afromédia. Pour se battre et sauver les Africains, achèteront les armes où ils pourront. C'est ce qu'il faut clairement comprendre. Il ne s'agit pas d'amour de la Russie. Les Africains ne pensent pas qu'elle soit plus bonne ou plus mauvaise. Elle est pour ses intérêts. C'est le type de conversation et de service qu'elle donne qui semble séduire certains dirigeants africains aux abois. Quand nous sommes avec nos partenaires russes, nous sentons qu'ils nous respectent, comme nous aussi, nous les respectons. Mais quand nous sommes avec nos partenaires français, on a l'impression qu'ils se comportent en donneurs d'ordre et que nous devons suivre ce qu'eux décident. Avec nos partenaires russes, on discute ensemble et on élabore les stratégies ensemble. Ce n'est pas la même chose avec nos partenaires français qui tendent à vous imposer leur point de vue. Ensuite, sur le plan économique, avec nos partenaires russes, on discute sur les échafaudages économiques, sur les mécanismes économiques, pour que ce soit favorable à tout le monde. Avec les partenaires français, c'est eux qui imposent parfois les contrats selon leur vision et selon leurs intérêts. Donc, nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons été orientés vers les partenaires occidentaux. Ça ne nous a pas conduit à notre épanouissement. Ça nous a conduit à notre asservissement politique et économique. Voilà pourquoi nous sommes tournés, entre autres, vers la Russie. Au lieu de gêner et de stigmatiser, Paris devrait peut-être apprendre à écouter et à update son logiciel avec les Africains. Elle devrait s'interroger de savoir pourquoi d'un coup, ses interlocuteurs d'hier lui tournent le dos, pour préférer un autre que rien a priori ne privilégie dans cette zone géographique. Que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Cette annonce a priori révolutionnaire et qui semble avoir déclenché l'ire du président Macron n'a pas vraiment convaincu de nombreux Africains. Certes, elle avait pour but de séduire l'opinion ivoirienne et africaine en cette période préélectorale, mais beaucoup de choses et d'actions avaient déjà convaincu les Africains qu'il s'agissait d'un deal, tout simplement.
Tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Il faut dire que les derniers mois, des officiers français, et pas des moindres, avaient fait des sorties très remarquées pour exprimer leur intention, celle de la France de repartir à la conquête de l'Afrique. Certains hommes politiques aussi, d'ailleurs. L'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on s'inconde d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. C'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Et notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Très clairement, certains officiers, dans des cadres aussi sérieux que celui du GEOS, avaient même déjà déployé, en des termes sans ambiguïté, la stratégie qui devait être adoptée, et même les partenaires. Le sort de Port-Bouët était même déjà évoqué pour le nouveau déploiement. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Et il a été admis d'emblée que ce qui comptait, c'était pas le nombre de soldats français présents à Port-Bouët, et qu'au contraire, il fallait ivoiriser Port-Bouët. On avait même évoqué, d'ailleurs, la possibilité de l'officialiser fin novembre, etc. Donc, au fond, le discours du président Ouattara n'est pas un discours de rupture. Il peut y avoir à un moment donné une accélération d'un processus, et nous en sommes entièrement d'accord. Donc, je dirais de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Et le travail a été bien préparé. En écoutant ceci, il est clair que ce n'est pas le retrait qui est envisagé. C'est ça qui compte. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je,
des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases. Mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Comme le dit le général français Didier Castres, il s'agit d'être moins visible, de faire disparaître les uniformes, mais de rester présent. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. C'est évident que la France n'est pas partie d'Afrique francophone. On pourrait presque paraphraser le général de Gaulle en disant que le président Macron considère qu'il a perdu une bataille, mais qu'il n'a pas perdu la guerre. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. C'est drôle de voir comment, quelquefois, le président Macron donne en pâture à l'opinion ses partenaires, ses alliés. Une chose est claire, les Africains ne sont plus sensibles aux grands discours, aux grands principes qui les ont si longtemps asservis. Plus grand monde ne croit aux théories fumeuses sur l'Occident gendarme du monde, gardien des valeurs, de la paix et de la sécurité. L'actualité dans le monde, avec les injustices, les violations des droits de l'homme par les grandes puissances, les guerres suscitées et entretenues par elles, ont fini de convaincre les plus naïfs qui ne sont pas des exemples. Les doubles standards et les accords léonins, en contradiction avec les principes très moraux, ont discrédité les donneurs de leçons et les Africains le voient. Ils sont des spectateurs attentifs. Le monde le voit que nous piétinons les valeurs que nous proclamons. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et du coup, le monde ne nous croit plus. Le monde ne nous considère plus. Le monde ne nous respecte plus. Selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi ? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais celui qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat ? Ces réflexions ne sont pas celles des influenceurs ou de faux intellectuels africains tant vilipendés par le président Macron. Elles sont adressées, et très régulièrement officiellement, par des personnes que l'on ne peut pas accuser d'être influencées par la Russie. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. Avec de tels travers, avec un discours en totale inadéquation avec ses actions, l'Occident a perdu le respect du reste L'Afrique du monde. à la croisée des chemins, la réflexion d'Alain ce que veut l'autre, sans chercher à la imposer sa France-Afrique est vision. un tournant historique. Alors, Pour la première fois démocratie depuis des est décennies, essentielle, des nations africaines, mais elle vient avec la souveraineté et le droit à l'autodétermination, évidemment. Mais ce rejet de la France signifie-t-il pour autant une indépendance totale? Dans cette chronique, Alain Foka pose la question essentielle. Remplacer un acteur par un autre ne suffit pas. Comment l'Afrique peut-elle s'assurer que ces nouvelles alliances ne deviennent pas de nouvelles chaînes? Comment éviter que la présence russe, chinoise ou turque ne reproduise les mêmes mécanismes de dépendance et d'exploitation? Le continent africain possède tout ce qu'il faut pour s'imposer comme une puissance mondiale.
Des ressources, une jeunesse ambitieuse et un potentiel économique immense. Mais pour cela, il doit cesser d'être un simple terrain d'influence pour les grandes puissances et devenir lui-même un acteur majeur du nouvel ordre mondial. Comme le dit souvent Alain Foka, le temps des illusions est terminé. L'Afrique ne doit plus être un pion dans une partie qui la dépasse. Elle doit écrire son propre destin, imposer ses règles et défendre ses intérêts sur la scène internationale. Si vous pensez que l'Afrique mérite mieux qu'un simple changement de tuteur, partagez cette vidéo, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous. Car cette fois, c'est nous qui devons écrire notre histoire.